Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 6 octobre 2025. Bienvenue sur RGVE Nouvelles, pour une édition qui vous propose l'info sans détour accompagnée d'analyses objectives. Ce bulletin est un coup d'œil et une analyse objective de la politique, de l'économie, de la culture et tout autre point majeur et intéressant qui concerne chacun de vous à l'écoute. À ce premier segment de nouvelles, voici les grands titres de l'actualité qui concerne en particulier aujourd'hui Haïti. Flambée de violence. Un week-end sanglant marqué par des affrontements meurtriers à Delma 19 et une attaque brutale du gang de Savien dans la commune de Liancourt. Réponse gouvernementale. Le Premier ministre accueille la 35e promotion de la PNH, affirmant que la sécurité est la condition sine qua non pour la tenue des élections. Pression diplomatique, Washington hausse le ton et exige du Conseil présidentiel de transition un calendrier électoral clair et précis. Controverse à la PNH. La nouvelle direction de la police est sous le feu des critiques pour son manque de stratégie et une coordination jugée inexistante sur le terrain. Commençons par la flambée de violence à Port-au-Prince et dans l'Artibonite. La situation sécuritaire s'est de nouveau dégradée ce week-end, avec une flambée de violence dans plusieurs zones clés du pays. Ces événements illustrent tragiquement les défis constants auxquels les forces de l'ordre et la population civile sont confrontées. À Port-au-Prince, la journée du dimanche 5 octobre a été marquée par de vives tensions à Delma 19. Des tirs nourris ont éclaté dès le matin, semant la panique et paralysant le quartier pendant plusieurs heures. Des informations préliminaires non confirmées font état de plusieurs individus armés abattus lors des affrontements avec la police. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités. Dans l'Artibonite, la commune de Liancourt a été la cible d'une attaque de grande envergure par le gang de Savien, le samedi 4 octobre. Selon les témoignages, les assaillants, organisés en deux groupes pour empêcher toute riposte, ont incendié de nombreuses maisons, forçant des dizaines de familles à fuir dans la précipitation. La veille, le vendredi 3 octobre, la route nationale numéro 1 a été bloquée à hauteur de Pont-Sondé par des résidents en colère. Cette action visait à la fois à commémorer le premier anniversaire du massacre du 3 octobre 2024, qui avait fait une 50aine de morts, et à protester contre l'emprise persistante du gang de Savien sur la région. Cette escalade de la violence met en lumière la course contre la montre du gouvernement, qui tente de projeter une image de contrôle en renforçant les effectifs de la police nationale. La réponse du gouvernement, renforcement de la PNH et hommage. Face à la crise, le gouvernement cherche à projeter une image de fermeté et d'action. Le renforcement des capacités de la police nationale est au cœur de cette stratégie, marquée par des gestes symboliques forts ce week-end. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a participé samedi et dimanche à la cérémonie d'accueil des 892 postulants de la 35e promotion de la PNH, parmi lesquels figurent 131 femmes. Il s'agit de jeunes recrues, décrites comme étant animées par un profond sentiment de patriotisme et l'espoir d'un avenir meilleur. Cet événement a été l'occasion pour le chef du gouvernement de réaffirmer le lien indissociable entre la sécurité et le processus politique. Il a déclaré « Aucune reconstruction politique ni économique n'est possible sans sécurité ni sans la tenue d'élections libres et transparentes. » Fin de citation. En parallèle, et pour souligner le soutien de l'État à ses forces de l'ordre, le Premier ministre a également rendu un hommage solennel aux policiers tombés en service lors d'une cérémonie qui s'est tenue le samedi 4 octobre. Ces efforts nationaux se déroulent cependant sous le regard attentif de la communauté internationale et plus particulièrement des États-Unis. Pression internationale et manœuvres diplomatiques. L'influence de la communauté internationale et notamment des États-Unis pèse lourdement sur l'agenda politique haïtien. Washington ne cache plus son impatience de voir se matérialiser une transition politique claire et rapide. Cette pression s'est manifestée de manière directe le samedi 4 octobre, lorsque l'ambassadeur américain Henry Wooster
a publiquement exhorté le Conseil présidentiel de transition dit CPT à présenter un plan précis assorti d'un calendrier pour les élections. Hasard du calendrier ou manœuvre diplomatique, le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, a quitté le pays le lendemain, donc dimanche 5 octobre, pour une tournée qui le mènera aux États-Unis puis au Japon. Simultanément, l'ambassade américaine a dévoilé le dimanche 5 octobre une nouvelle initiative. Un programme de récompense financière pour toute information menant à l'arrestation de membres de gangs. Cette annonce a toutefois été accueillie avec un certain scepticisme par une partie de l'opinion. Mais si la pression externe est forte, les défis internes au sein même de l'appareil sécuritaire haïtien sont tout aussi critiques. Parlons maintenant de stratégie sécuritaire, la direction de la PNH face aux critiques. L'efficacité de la réponse sécuritaire dépend d'une stratégie claire et d'un leadership incontesté. Or, ces deux éléments font actuellement l'objet de vifs débats en Haïti, où la nouvelle direction de la PNH est sous pression. Depuis sa nomination, le nouveau directeur général, André Jonas Vladimir Paraison, est visé par de nombreuses critiques. Des observateurs dénoncent une purge ciblée de cadres expérimentés au sein de l'institution, remplacés par des personnalités jugées proches de l'ancien président Michel Martelly. Sur le terrain, la population et plusieurs organisations politiques déplorent l'absence de résultats tangibles et une coordination sécuritaire quasi inexistante entre la PNH, les forces armées d'Haïti, la mission multinationale et les mercenaires engagés par le gouvernement. Face à cette situation, les organisations politiques REA et MSD, REA et MSD, ont conjointement exigé la mise en place immédiate d'un plan stratégique et opérationnel national contre les groupes armés et la restauration d'une chaîne de commandement basée sur la compétence. Haïti se retrouve ainsi prise en étau entre la violence immédiate des gangs et des défis structurels profonds qui paralysent une réponse efficace et coordonnée. C'est la fin du premier segment de nouvelles. Madame, Monsieur, restez branchés. Nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour accompagnée d'analyses objectives. Voici les principaux titres qui seront développés à ce deuxième segment de nouvelles. La résurgence alarmante du choléra à Port-au-Prince, une crise sanitaire aggravée par l'insécurité. Le paradoxe du système de santé, Haïti gagne en influence sur la scène internationale alors que son infrastructure locale s'effondre. Une génération sacrifiée, des milliers d'enfants privés d'éducation à cause de la violence des gangs. Une justice en état d'urgence. Le pouvoir judiciaire haïtien tire la sonnette d'alarme. Commençons tout de suite avec la crise du choléra à Port-au-Prince. La menace du choléra refait surface à Port-au-Prince. Dans un contexte déjà marqué par une crise humanitaire et sécuritaire profonde, la réapparition de cas suspects dans plusieurs zones de la capitale constitue une menace imminente pour la santé publique, ravivant le spectre d'épidémies passées. L'inquiétude est palpable sur le terrain. L'organisation Médecins sans frontières, MSF, a confirmé avoir pris en charge plus de 200 personnes présentant des symptômes de diarrhée sévère. Face à cet afflux, MSF a déjà mobilisé plus de 300 lits et prévoit d'ouvrir un nouveau centre de traitement de 320 lits dans le quartier de Sarthe. Les cas se concentrent notamment à Delma, Pétionville et dans les camps de déplacés. La situation est particulièrement critique à Cité-Soleil, où plus de 100 cas suspects ont été recensés récemment. Face à cette montée en puissance, le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé une série de mesures, et nous citons le lancement de campagnes d'hygiène, l'installation de points d'eau chlorés, la réactivation des centres de traitement des diarrhées aiguës tels qu'on les a connus, CTDA, le renforcement de la surveillance épidémiologique. Cependant, la riposte sanitaire est sérieusement entravée.
L'insécurité généralisée, notamment dans des quartiers vulnérables comme Cité Soleil, empêche l'intervention des équipes sanitaires. Plusieurs facteurs de risque menacent d'aggraver l'épidémie. Les infrastructures insuffisantes, un accès très limité à l'eau potable et la grande vulnérabilité des déplacés. Cette nouvelle crise fait écho à la tragique épidémie de 2010. Il convient de rappeler qu'une étude de la prestigieuse université américaine Yale avait non seulement confirmé la responsabilité de casque bleu népalais dans l'introduction de la maladie en Haïti, mais estime à ce titre que l'ONU a le devoir d'examiner les demandes d'indemnisation des victimes. Cette situation place le système de santé dans son ensemble sous une pression extrême. Changeons de sujet. Restons quand même dans le domaine de la santé, mais allons voir le paradoxe du système de santé haïtien. Alors que le choléra refait surface et que les structures locales peinent à répondre, Haïti connaît un succès diplomatique paradoxal sur la scène sanitaire mondiale. Ce contraste met en lumière le fossé immense entre la reconnaissance internationale et l'effondrement du système de santé national. Le pays a récemment enregistré 2 avancées majeures qui témoignent de la reconnaissance de son expérience en matière de gestion de crise. On peut citer numéro 1, élection au comité exécutif de l'OPS et numéro 2, proposition pour un siège à l'OMS. Haïti a été élu membre du comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la santé, dit OPS. Cette position lui confère un rôle dans les décisions stratégiques qui orientent les priorités de santé publique pour toute la région des Amériques. Proposition pour un siège à l'OMS, le pays a été proposé pour siéger au comité permanent de la prévention, de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence sanitaire, SCHEPPR, de l'Organisation mondiale de la santé. Ce siège permettrait à Haïti de partager son expérience et de contribuer à renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Pendant que la diplomatie haïtienne marque des points, Madame, Monsieur, le système de santé local est décrit comme étant au bord de l'effondrement. Les causes sont multiples, l'insécurité endémique, la pauvreté, le sous-financement chronique et la fuite massive du personnel médical. Face à cette situation critique, une lueur d'espoir émerge. L'État haïtien a signé un nouveau partenariat stratégique avec l'OPS-l'OMS pour la période 2026-2028. Ce plan ambitieux vise à reconstruire le système de soins en s'articulant autour de 3 axes principaux. Accès universel à des soins de qualité, renforcement de la prévention des maladies infectieuses et chroniques, amélioration de la capacité de répondre aux urgences sanitaires. La réussite de ce plan dépendra cependant d'une volonté politique ferme et de la participation active des communautés locales. Mais la défaillance des services publics ne se limite pas à la santé. Elle frappe également de plein fouet un autre pilier de la nation, qui est bien l'éducation. Ce qui nous amène justement à parler d'éducation, toute une génération en péril. Et ça, c'est un grand danger pour l'avenir de la nation. La violence des gangs ne se contente pas de terroriser la population. Elle détruit activement l'avenir du pays en privant des milliers d'enfants de leur droit le plus fondamental, l'éducation. Une génération entière risque d'être sacrifiée sur l'autel de l'insécurité. Un rapport de l'UNICEF publié en 2024 dresse un portrait alarmant de la situation. Les chiffres sont sans appel. 919 écoles ont dû fermer leurs portes dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, affectant environ 156 000 élèves. Au total, plus d'1 million d'enfants risquent d'être exclus du système scolaire à cause de la violence généralisée. Les attaques ciblées contre les écoles ont connu une augmentation dramatique de 900% en un an. Là, nous parlons du rapport de 2024, rapport de l'UNICEF. Cette crise n'est pas contenue, ce n'est pas encore géré. Donc, le rapport souligne que plus de 103 000 enfants déplacés ont rejoint le Grand Sud, exerçant une pression considérable sur les infrastructures éducatives locales. Imaginez des cas, des parents qui ont toujours été à Port-au-Prince,
avec des enfants qui sont nés là, à Port-au-Prince, maintenant qui quittent cet endroit à cause de l'insécurité, qui se retrouvent dans le Grand Sud. Donc autant de jeunes familles qui se déplacent, c'est autant de jeunes enfants qui se retrouvent là et qui ont besoin d'être scolarisés. Alors cela exerce ou va exercer une pression considérable sur les infrastructures éducatives locales. Les conséquences directes sont une baisse drastique de la fréquentation, un abandon scolaire massif et une vulnérabilité accrue des enfants qui deviennent des proies faciles pour le recrutement par des groupes armés. Oui, de me répéter, les conséquences directes sont une baisse drastique de la fréquentation, un abandon scolaire massif, un décrochage et une vulnérabilité accrue des enfants qui deviennent des proies faciles pour le recrutement par les groupes armés. Certaines écoles, comme l'établissement Jean-Marie Vincent à Port-au-Prince, servent aujourd'hui à la fois d'abri pour déplacés et de lieu d'enseignement improvisé dans des conditions sanitaires précaires. Face à l'urgence, le ministère de l'Éducation et ses partenaires ont lancé des programmes de rattrapage, mais les ressources restent largement insuffisantes. Le Fonds mondial Éducation Kenatowit, Éducation ne peut pas attendre, a d'ailleurs signalé un important déficit de financement. Cet effondrement s'inscrit dans un contexte plus large de défaillance institutionnelle où même le pilier de la justice est ébranlé. Changeons de sujet maintenant, parlons de justice, une justice en état d'urgence. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, a publié son rapport annuel 2025, un document qui sonne comme un diagnostic officiel et sans concession de la faillite du système judiciaire haïtien. Le rapport livre une conclusion choc, qualifiant la situation d'une justice en état d'urgence. Ce constat alarmant met en lumière un déclin institutionnel profond, causé par la désorganisation chronique, l'insécurité grandissante qui paralyse les tribunaux, le sous-financement généralisé et la fragmentation territoriale du pays. Cette analyse interne est corroborée sur la scène internationale. Lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui se déroule au Palais des Nations à Genève, le chef de l'Office de la protection du citoyen, Jean-Wilner Morin, a également dressé un tableau sombre de la situation des droits humains en Haïti. La défaillance de la justice n'est pas une crise isolée. Elle aggrave l'ensemble des maux que traverse le pays, en créant un climat d'impunité totale et en laissant les citoyens sans aucun recours pour faire valoir leurs droits. C'est la fin du deuxième segment de nouvelles. Restez branchés, madame, monsieur. Nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Madame, monsieur, merci d'être resté jusqu'à présent avec nous. Vous êtes sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour accompagnée d'analyses objectives. Voici les principaux titres qui seront développés à ce troisième segment de nouvelles. On va parler de sport, d'économie et de météo. En sport, la jeune pépite du football féminin haïtien, Pierreline Nazon, part à la conquête de l'Europe en quête de son premier contrat professionnel. En économie, le taux de change de la Banque de la République d'Haïti qui révèle une relative stabilité de la gourde sur l'année. La météo, des prévisions d'averses orageuses sur plusieurs régions du pays et la surveillance d'un système tropical potentiel dans l'Atlantique. Passons au développement des nouvelles pour ce troisième segment, le tout dernier du bulletin de nouvelles, sport, l'envol de Pierreline Nazon. Une nouvelle qui résonne comme une lueur d'espoir pour le sport haïtien. L'envol d'une jeune athlète vers l'Europe n'est pas seulement une étape cruciale pour sa carrière personnelle, c'est un symbole puissant du talent, de la persévérance et du potentiel immense du football féminin en Haïti. À seulement 18 ans, la footballeuse Pierreline Nazon s'apprête à traverser l'Atlantique pour une série d'essais professionnels. L'annonce a été faite par son club, l'association sportive Tigresse Tigers, ASTT. Du 6 octobre au 14 décembre 2025, elle aura l'opportunité de démontrer son talent au sein de 2 clubs européens de première division. Le prestigieux FC Séville en Espagne et le VIMSI JK en Estonie. Son voyage en Europe ne se limite pas à ces 2 clubs. Selon la STT, d'autres équipes du continent ont déjà manifesté leur intérêt,
témoignant de l'attrait grandissant pour cette jeune attaquante. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football féminin haïtien, Pierreline Nazon a un parcours qui parle de lui-même. Son leadership et ses compétences techniques ont été maintes fois démontrés. Elle a porté le brassard de capitaine pour les sélections nationales U14, U15, U17 et U20. Elle a été sacrée championne des Caraïbes avec la sélection U14. Ses accomplissements témoignent d'un talent précoce et d'une maturité qui font d'elle une véritable ambassadrice pour la jeunesse sportive du pays. Le succès de Pierreline Nazon en Europe serait bien plus qu'une victoire individuelle. Il représenterait une reconnaissance pour tout le football féminin haïtien et inspirerait une nouvelle génération d'athlètes. Du terrain de sport à la scène économique, nous nous tournons maintenant vers les derniers chiffres de notre monnaie nationale, la gourde. Le taux de change est un indicateur vital pour notre économie, influençant directement le coût de la vie, le commerce et le pouvoir d'achat de chaque citoyen. Voici les dernières données publiées par la Banque centrale. Selon les chiffres officiels de la Banque de la République d'Haïti, BRH, pour le dimanche la veille, 5 octobre 2025, la situation monétaire se présente comme suit. Le taux de référence pour un dollar américain est fixé à 130 gourdes, 69,88 centimes. La tendance annuelle, un indicateur clé, montre une variation de moins 0,61% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre suggère une relative stabilité de la gourde sur les 12 derniers mois, une nouvelle notable dans un contexte économique souvent volatile. Et en ce qui concerne les marchés, pour une vision complète, le taux de vente moyen sur le marché bancaire s'établit à 131 gourdes, 65,34 centimes, tandis que sur le marché informel, il atteint 136 gourdes. La gourde maintient donc une certaine résilience face au dollar sur le plan annuel. Après les chiffres, passons maintenant au temps qu'il fera sur le pays pour terminer notre bulletin de nouvelles aujourd'hui. Météo, prévision et vigilance. Selon l'unité hydrométéorologique UHM, une masse d'air partiellement humide persiste sur Haïti, une situation favorisée par une faible descente d'air froid en altitude. Cette situation est propice au développement de conditions météorologiques instables sur plusieurs régions du territoire. Pour la fin de journée, la soirée et la nuit, voici ce à quoi il faut s'attendre. Phénomènes attendus, quelques averses sont prévues qui pourraient par moments prendre un caractère orageux. Les régions concernées sont les régions où il faut faire de la prudence est de mise, notamment c'est le Grand Sud, le bas plateau central, ainsi que sur plusieurs zones de l'Artibonite et de l'Ouest. Les températures, même pas grand changement, la chaleur reste présente avec des températures maximales oscillant entre 32 et 36 degrés Celsius et des minimales prévues entre 22 et 26 degrés Celsius. Sur le front de la surveillance cyclonique, l'attention se porte sur l'océan Atlantique. L'UHM surveille de près une zone d'averses et d'orages située à plusieurs centaines de kilomètres au sud-ouest des îles du Cap-Vert. Les conditions environnementales sont favorables à son développement. Un système pourrait évoluer en dépression tropicale au cours de la semaine. La probabilité de formation est jugée modérée pour les prochaines 48 heures, mais elle devient élevée sur les 7 prochains jours. Il est donc conseillable à la population de rester attentive aux prochains bulletins météo. Restez prudents. Avant de nous quitter, voici un rappel des titres que nous avons développés. Dans ce bulletin, nous avons abordé le parcours prometteur de la jeune footballeuse Pierreline Nazon vers l'Europe. Nous avons vu plusieurs questions en lien avec la sécurité, les voyages, mais aussi la résurgence, le retour du choléra qui inquiète. La situation du taux de change de la gourde marquée par une certaine stabilité et enfin les prévisions météo qui annoncent des averses et une surveillance accrue sur l'Atlantique. C'est tout pour le bulletin d'aujourd'hui sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour accompagnée d'analyses objectives. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été là et jusqu'à la fin pour ce tout premier bulletin de nouvelles sur RGDE. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner et partager pour soutenir notre mission qui consiste à amplifier les voix haïtiennes à travers le monde. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles et histoires qui comptent. Restez branchés et restez fiers. Au revoir.